Ce bateau, il est particulier, je trouve, par sa beauté, par son innovation. Et je crois que chaque personne de l'équipe contribue à cette victoire. Cette route du Rhum lui a permis d'éclore aux yeux du grand public. Il est passé dans une autre dimension ce jour-là. Je me souviens qu'il y a beaucoup de gens qui disaient il était favori au début, il était bisu et il a tenu. Il a quand même fait la une de l'équipe le lendemain. C'est pas rien, hein, la une de l'équipe pour un sportif de haut niveau. Ça va? J'ai bien dormi. Ah ouais, t'as pas dormi toi? En fait, je suis tellement content d'y aller que voilà. Après, évidemment, la seule pression que j'ai, finalement, c'est le résultat. Et j'essaie de pas trop y penser parce que si voilà, la course est longue. Si je me focalise sur mon résultat, bah, évidemment, j'ai de la pression. Mais voilà, je me dis juste que je vais dérouler ce que je sais faire. J'ai un bateau. Mon équipe m'a préparé vraiment un bateau dingue. Voilà. Mais ça va être une belle route du Rhum, croyez-moi. Bon, salut Charles, tout va bien? Salut. C'est parti, ça monte. Avant le départ, quand tout le monde est à bord et veut t'aider, il y a des moments où tu as envie que tout le monde sorte. Accélérez, tu veux un peu? Accélère. On est prêt pour les 15? 2, 1. On a 9 minutes à brûler. Essaye d'avancer. 9 minutes à brûler. J'avais envie qu'ils partent pour pouvoir prendre possession de mon espace et puis préparer le bateau comme j'avais envie. Faut pas qu'on passe la ligne, Charles, t'as vu? Ouais, faut y aller, je pense. Allez, go. Allez, les gars. Allez, merci les gars, merci. Je me suis fait un peu surprendre finalement à ce qu'ils partent si tard. J'ai pas fait le départ que j'aurais voulu faire parce que voilà, il y avait trop de monde à bord, je pense, juste avant, et j'arrivais pas à prendre possession du bateau, quoi. Quand je me suis retrouvé tout seul, c'était assez plaisant. On avait des caméras embarquées un peu partout dans le cockpit qui me filmaient tous les jours, 1 heure. Et effectivement, je les ai un peu oubliés. Il y a 2-3 moments, j'espère qu'ils sont pas sur les caméras. Vraiment. Allez. Allez, on va. Mais bon, nous c'est là. Valorise. Moi, tu viens me chercher. Quand on l'apprend, on se dit, la réaction en fait tout de suite, c'est, oh, mais non, c'est pas possible.
On se dit c'est trop bête de faire un départ prématuré sur une course qui va être aussi longue. Bien que là, on n'est pas sur un Vendée Globe, ça va pas durer 3 mois. Ça va durer au max 7 jours pour les ultimes. Donc un départ prématuré, ça peut vite devenir enquiquinant. Sportivement et tout, on se dit c'est trop dommage qu'il se tire une balle dans le pied tout de suite. Et puis les heures passent et puis Charles ne répare pas, comme on dit. On se dit peut-être qu'il a pas volé alors s'il répare pas, parce que il connaît les règles, donc c'est que lui doit sans doute être sûr de son fait en fait. Je me suis dit quel gâchis quoi. Je sentais que j'avais la course en main, que je menais. Je me dis c'est pas possible. Mais j'étais quand même super surpris et ils m'ont dit t'inquiète pas, ça va le faire. On a une preuve comme quoi tu es vraiment derrière la ligne virtuelle. Je dis moi je suis sûr d'être plus de 50 mètres sur mon ordinateur, j'avais 47 mètres ou 48 mètres. Bien attaqué. La sortie de manche a été vraiment dure. Beaucoup de virements de bord, beaucoup de routes et c'est compliqué devant. On ne sait pas encore exactement où on va passer et c'est pas simple. On se dit ouf, place au sport, et puis on a hâte quoi. On a hâte que ça se déroule. Les premières heures surtout, c'était bien violent pour les bras. J'ai cru qu'à un moment mes bras allaient lâcher d'ailleurs. J'avais des douleurs aux 2 avant-bras et des crampes monstrueuses et puis c'est passé. C'était au début où on a poussé très fort, on était un peu au contact donc on peut aller plus vite. On force énormément sur les bras pour border les voiles. Et là c'est hyper physique. Les derniers 20-30 cm pour border les voiles, c'est à la limite de ce qu'on est capable de faire au niveau force. J'ai juste eu un peu mal au bras et j'étais un peu inquiet. J'ai de la musique à bord, ça c'est plutôt sympa. Je mange bien, donc voilà, j'ai une petite avance. Et voilà, une bonne journée, une bonne première 24 heures. Au même titre qu'on se dit ouf pour Charles, on se dit c'est pas possible pour Armelle et pour son équipe, et pour tout sportif de haut niveau en général, de pas pouvoir aller défendre ses chances, de pas pouvoir aller au bout de quelque chose qu'on s'est fixé depuis tant d'années, pour laquelle il y a eu tant d'abnégation. On se dit c'est pas bien, c'est dommage, c'est triste. Et puis pour la course en elle-même, il y avait une vraie bagarre que Bankpop était dans le coup. On vient d'apprendre l'abandon d'Armelle, ce qui est un peu triste. Je pense à lui parce que voilà, cette course ne veut pas de lui. J'étais triste pour lui qu'il puisse pas se battre. Après, pour moi, ça m'enlève un poids, faut être honnête. Hein. Maintenant, voilà, j'aurais aimé que ça se passe autrement, évidemment. Mais par contre, ça me met aussi de la pression en me disant ça peut vite s'arrêter. Quoi. C'est violent et donc forcément, on se met à sa place et on se dit si ça s'arrêtait comme ça pour moi, ça serait vraiment dur. Donc. Je suis vraiment triste, et toute l'équipe d'ailleurs est triste pour ce qui vient d'arriver à Armelle. C'est jamais des moments faciles et donc j'ai envie de les saluer. Merci pour vos petits mots et tout, vous avez été chauds. Vous repartez ? On essaye. Ouais, génial. J'ai bien dormi. Je sais pas combien, j'ai dormi beaucoup d'ailleurs. Ça se passe bien, j'ai réussi à bien me reposer. Je suis quand même fatigué. C'est vraiment dur. J'ai dormi beaucoup dans cette période-là avant le front. Ouais. Parce que j'étais loin devant, que je voyais que mes vitesses étaient supérieures aux autres. Donc à un moment, je me dis, c'est le moment d'aller se reposer. Parce que je pensais que le front allait être très compliqué et derrière, il y allait y avoir un enchaînement.
Je sors mon matelas et je le mets entre ma colonne et mes winches d'écoute et mes réglages d'appendice. Et j'ai un écran devant moi, donc j'ai un œil toujours sur les chiffres. Donc je dors et je regarde et voilà, je vais me coucher 20 minutes, 40 minutes, j'ai fait une fois ou deux. Et c'était entre 20 et 40 minutes et puis voilà, j'essaye de dormir. Et j'ai pas le sentiment d'avoir réussi dans ces moments-là à faire des vrais sommeils. Mais au bout du compte, j'ai passé pas mal de temps allongé, mais j'arrivais pas à dormir. J'avais l'excitation de la course, quoi. Et j'arrivais pas à lâcher prise, quoi, pour m'endormir. C'était plus ça. Et à un moment, effectivement, tu sens que tu es épuisé, mais j'arrivais vraiment pas à lâcher prise. Cloud was going to pass behind us. Then we could jibe, and we'd be in a lefty, and it would be breeze. Yeah, it could be. So, wind drop on no breathing, again clear sky. Cool. We are fast. Je suis en contact en permanence avec mes routeurs météo, donc en l'occurrence Erwan Israël, un des équipiers, Stan Honey, un Américain avec qui on travaille depuis la Transat Jacques Vabre, et celui qui n'était pas à bord cette fois-ci, Franck Hamas. Maybe it's a J1, hein, actually. Chacun à son côté. Je sais que Franck me rassurera beaucoup aussi quand j'ai des doutes. Erwan, il se pose plus de questions. Voilà, et Stan, c'est quelqu'un de très calme, très posé, et qui me connaît pas. Par contre, c'est sûr que je pense qu'il a été surpris parfois par mon attitude, mais les deux autres me connaissent parfaitement. C'est beaucoup d'énergie de faire une route, ça prend beaucoup de temps, et c'est capital. Ça serait le bon moment de jiver pour lui, mais... C'est presque comme s'ils étaient à bord, ils ont tous les chiffres que j'ai à bord. À partir de là, et en échangeant avec moi, et ils vont définir une route, la route optimum, en fonction de la météo, et c'est d'imaginer tous les scénarios. Donc eux, leur boulot 24 heures sur 24, c'est de faire ça, et de suivre aussi la performance de mon bateau, pour voir si je suis en avance ou en retard par rapport aux routes prévisionnelles, et de réajuster en permanence la route, en fonction de l'état de la mer, ce qui est très compliqué à juger, et de moi, en solitaire, à quelle vitesse je vais pouvoir mener le bateau par rapport aux prévisions du potentiel du bateau. Tu peux aller plus vite que les autres. Si tu fais une bêtise, sur la météo, ça peut revenir. D'ailleurs, François, je suis quand même assez loin devant lui, 30-40 000, et sur un passage de front, on se retrouve à égalité. Je pense qu'une fois sur l'eau, ça a été de l'apnée pendant moins de 6 jours, que ça a été un bras de fer de haute volée avec François. Donc non, on peut pas dire que c'est un long fleuve tranquille. Être devant, c'est tellement dur d'être le chassé, en fait. On n'a même pas vraiment fait d'erreur. Là, c'était un front très très compliqué à passer. On n'a pas eu de vent pendant un moment, il en a eu. C'était imprévisible. Mais on voit bien que voilà, toute l'énergie dépensée pour gagner quelques mètres en vitesse, tu peux la perdre sur une option météo. Les dernières 20 quarts d'heure ont été épiques, la bagarre avec François là, dans le vent fort. Donc on a dépassé un peu toutes les limites qu'on s'était fixées. Surtoilé, parce que très compliqué d'arriver à la toile, avec les surfs à 48 dans les grains. D'abord, je relève. Je bascule.
Il me demande toujours est-ce que je peux réaliser ça et combien de virements de bord au maximum je suis capable de faire en peu de temps s'il y a besoin à un moment de changer la route régulièrement. Voilà, c'est des questions en permanence qu'on se pose. Ils sont là pour ça et c'est une grande aide. Et quand moi je m'angoisse ou je me pose plein de questions, ça les déstabilise pas trop parce qu'ils me connaissent et ils savent que je suis toujours à me poser des questions, à douter. Donc voilà, ils savent comment me parler, ils savent m'apaiser. Quand je m'énerve, je parle en anglais des fois. D'ailleurs, je dis des choses qui sont peut-être même pas de l'anglais. Mais quand tu es fatigué, t'as pas tout ton cerveau fonctionne pas bien, tes émotions sont plus fortes et tu peux t'emballer, quoi. Nous, on le ressent à terre. Ça le travaille, et puis c'est surtout qu'il imagine tous les scénarios les pires, en fait. Il imagine tout de suite les scénarios les plus catastrophiques pour nous, quoi. Il se connaît, il sait qu'il y a des moments où il perd la lucidité avec la fatigue et autres. Il avait besoin d'être rassuré et typiquement c'est ce qu'on a ressenti quand il a eu de la fatigue, il a mené le bateau d'une manière impressionnante. Les 48 premières heures, il laissait rien passer, il était tout le temps à 200% et je pense qu'il a peut-être pas assez dormi. En fait au départ j'ai vraiment suivi leur route, je crois que j'ai pas beaucoup remis en question au début. Et puis après c'est plus à la fin, quand la pression était plus forte, que François était plus proche. Évidemment, ça devenait important de ne pas faire la moindre petite erreur et je passe beaucoup de temps à affiner les trajectoires, j'aime pas perdre un mille. Et c'est vrai que voilà, à la fin c'était compliqué pour moi, mais pour eux aussi. Putain les gars! Je me souviens de cette phrase, il dit « Je pense que j'ai pas été très sympa avec mes routeurs à certains moments. Je pense que je leur en ai fait un peu baver. » Charles se mettait la barre tellement haute que je sentais qu'à un moment il patinait. Et je voyais bien que en fait, les échanges qu'il y avait avec les routeurs commençaient à être vraiment tendus. Et là, j'ai senti à un moment qu'effectivement, il fallait peut-être pas le rassurer, mais en tout cas lui montrer à quel point on avait confiance en lui. Et je crois il était à un moment où il perdait un petit peu confiance. J'avais envie de bloquer le jeu très tôt, sur la fin de course. C'était une erreur parce que finalement on était plutôt bien mieux positionné que lui, mais je voulais vraiment contrôler pour éviter. Voilà, surtout que la prévision météo, plus on s'approche des Antilles, moins la fiabilité est bonne. Donc plus les motels peuvent se tromper et tu penses être dans une bonne situation et tu peux te faire avoir. Donc moi je voulais vraiment bloquer le jeu assez tôt. Allez maintenant, envoie-moi du vent. C'est toujours dur, surtout quand l'arrivée approche. Et puis j'avais envie de faire de l'écart. J'avais peur d'aborder la Guadeloupe avec peu d'avance et qu'il m'arrive le même sort que François il y a 4 ans où il se fait doubler. Donc j'étais le premier à trouver que François avait perdu de façon très injuste la route du Rhum la dernière fois, donc j'aurais pas aimé que ça m'arrive.
Dernier lever de soleil à bord de Gitana. Normalement demain on sera arrivé, j'espère. La Guadeloupe n'est pas trop loin. Voilà, on est dans l'Alizé. C'est toujours la bagarre hein, parce que l'écart n'est pas énorme avec le trou de la Guadeloupe devant. Et la fin pour approcher la Guadeloupe est compliquée. Ah, 7, 8, 2000, là on est à 4000. On est sous le vent d'une île qui est quand même assez haute, une île volcanique. L'idée c'était d'essayer de gérer et de comprendre un petit peu mieux les phénomènes qui se passaient dans la zone de dévent. On se rendait compte que vraiment proche de la Terre, il y avait des petites descentes d'air régulières. Et donc du coup, il y avait des opportunités, on va dire, dans cette zone de transition en étant un peu plus proche de la côte, quoi. Il est là, il est passé là. Ah, il a bien levé là. On sent que voilà, c'est arrivé, il va se passer encore des choses, donc c'est hyper excitant. Et je me souviens de Cyril Dardashti, qui est le team manager de Gitana, qui était jusqu'au dernier moment où il était question d'aller chercher Charles, que c'était quand même tendu. Tête à l'anglais, entre 22h et 22h30. La tête à l'anglais, ouais. Ensuite, j'ai discuté avec Erwan, ce qu'il aimerait, c'est qu'éventuellement on mette un Zodiac 5000 de vent pour qu'on lui annonce finalement ce qu'on a comme vent. Ouais, c'est ça, ouais. 15-20. Ah ouais. Ouais. Ah, il y a de l'air. Il y a de l'Alizé et cassé soutenu. Nous on descend à Bouillante et vous l'accompagnez et vous tournez les images. Ok? Ça marche, merci. Pas trop près là. On s'est retrouvé en fait avec un semi-rigide qui consommait beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Écoute David, c'est bon. Combien de litres vous voulez? Bah le max, combien t'as? Au moins on descend vite. Ouais, je te rappelle, on est peut-être en train de trouver. Ils sont en train de réveiller le mec de la station. C'est bon? Ok les gars. Merci. Pas de problème. Merci. On a passé une nuit à donner des informations de vent et à chasser de l'essence. C'est pas toujours facile parce qu'il y a derrière la montagne, il n'y a vraiment pas de vent. On sent une légère brise là qui arrive, mais on va bientôt passer le dévent, je pense. On doit pas être loin là. Je commente l'arrivée, on a le passage à la tête à l'anglais. C'est quand même qu'il y a cette molle là vers les Saintes là qui est pas très sympa. On voit qu'ils sont à 2 nœuds, un nœud. On commence à stresser un peu, donc on préfère même pas imaginer comment c'est à bord. J'ai le souvenir de jamais arrêter de wincher et de régler mes voiles. Bon, j'étais motivé, hein. Mais c'était un truc de fou. François Gavard derrière qui lâche rien. C'est tous dit. Ça va être le même scénario qu'en 2018. Francis s'impose sur François. C'était une arrivée dingue qui nous a tenus en haleine jusqu'au bout. Là, il a tout choqué. Ok, ça repart. Il y a eu ce moment où on s'est dit allez, bim, le scénario 2018 qui va revenir, mais qu'une fois qu'il est reparti, c'était bon. On va devoir lofer, aller chercher la bouée à Master. Donc là, il verra Charles s'il arrive à faire sous J0. Il y a un virement à placer qui n'est pas facile encore quand même après tout ce bordel. Oui. Il soit concentré là-dessus. Sébastien is saying the wind is coming back, so starting again. Well, it's not finished. No. Charles Caudrelier, le skipper du Maxi, Edmond J3. Rothschild vient de passer. J2. We did it, Ah, d'ailleurs, il a fallu le J3 pour le virement. Ah, bonne question. Oui, il n'y a plus de charge. Il y a 0,3, donc je pense que c'est une bonne question. Ça changeait tout le temps. Et j'avais le grand Geneker devant. On m'avait prévu de faire des changements de voile et tout ça. J'ai rien fait, j'ai tout fait avec la même voile. Des fois j'étais surtoilé, des fois j'étais pas du tout bordé assez, mais je me suis dit je fais simple. En fait j'ai essayé d'aller toujours droit et de jamais
m'arrêter complètement. Tu peux t'arrêter et ne jamais repartir. Du coup, voilà, je trouve que c'était propre et c'était simple. Ça a bien fonctionné. C'était comme ça, ça a switché là quoi. Ouais, mais sauf qu'il a pas rasé la pointe. La délivrance, c'est une fois que tu passes la bouée. Parce qu'il y a du vent à la bouée. Tu passes ta bouée basse terre et là tu sais que c'est la délivrance parce que tu sais que voilà, le job il est fait. Et à part un gros coup de malchance, la course elle est gagnée. 4h47 ici en Guadeloupe, 3000, un peu plus de 10 minutes maintenant avant le Bon, passage de la ligne. Triban 110, facile. Still. In the middle of the line. Yes! Pas trop de retard. Good job. Good job, Stan. This is the good time. Well done, Charles. Là, c'est un peu particulier parce que la ligne, je vois rien en fait. Je sais pas où elle est, il y a trop de monde. Il y a des lumières partout. Donc je fais ça vraiment au GPS. J'ai envie de sortir de mon cockpit aussi pour profiter un peu, aller sur le bateau, me promener. C'est la première fois que je vivais une course de l'extérieur. J'ai ressenti pas mal d'émotions différentes. Il y a forcément un sentiment de plaisir, de satisfaction du fait que le projet global est réussi. Après, il y a des moments où tu as aussi envie de prendre part à la compétition et de la vivre un petit peu plus de l'intérieur. Donc tu as un espèce de sentiment aussi de frustration, d'envie. Tu as quelque part envie d'être à la place de Charles. C'était un rêve épique, hein. Ah, j'ai mal choisi l'horaire. Hein. Moi je trouve que c'est stylé la nuit. Même si c'est la nuit, ça reste magique une arrivée. Il y a pas mal de choses qui font surface. On se dit, il a assuré son statut, Charles, il l'a fait, ça fait 30 ans qu'il en rêve, il l'a beaucoup dit, ça y est. Et cette arrivée de Route du Rhum, elle est particulière à plein d'égards. Mais il y a beaucoup de joie, surtout. Aujourd'hui, j'avais très envie de le gagner pour plein de raisons. Évidemment, c'est une super étoile sur mon palmarès, mais derrière, il y a des gens qui bossent. Donc tu as envie que ça se concrétise aussi pour tous ces gens-là qui bossent avec toi. Bravo. De voir les sourires des gens, ça fait plaisir. Je ne porte pas que le projet pour moi. Enfin, c'est pas comme ça que je vois les choses en tout cas. Il y avait beaucoup de choses derrière cette victoire. On avait tellement envie de gagner cette route du Rhum qu'on disait on est capable de faire n'importe quoi pour pouvoir la gagner. Et à un moment j'ai dit si on gagne la route du Rhum, moi je serai blond. Maintenant, je regarde déjà devant et les prochaines échéances. Ce tour du monde solitaire, ça va être une première. Donc ça va être une aventure. Et ce côté aventure, moi j'aime bien. Maintenant, la difficulté de ce tour du monde, c'est de le finir et de faire le tour avec un bateau qui va aussi vite.